Le matin du 15 mars 2023, un appel a été reçu au poste de police de la petite ville française de Villefranche-sur-Saône. Un appel qui aurait ébranlé même les agents chevronnés. La voix à l'autre bout du fil était étrangement calme, presque sans émotion. « Je crois que mon fils ne répond pas. Pourriez-vous passer, s'il vous plaît ? Il y a une odeur étrange qui vient de son appartement. » L'agent a noté l'adresse et a promis d'envoyer quelqu'un immédiatement. Ce que personne ne soupçonnait à ce moment-là, c'est que dans les heures qui suivraient, une histoire se déroulerait qui changerait à jamais la paisible communauté en périphérie de Lyon. Une histoire d'amour qui s'est transformée en obsession, de jalousie qui ne connaissait pas de limites, et d'une femme qui préférait détruire ce qu'elle aimait plutôt que de le partager avec d'autres. Lucas Moreau a grandi dans une famille aisée à Villefranche-sur-Saône. Son père, Philippe Moreau, dirigeait une entreprise immobilière prospère qui était dans la famille depuis 3 générations. Sa mère, une enseignante à la retraite, était impliquée dans diverses organisations à but non lucratif. Vu de l'extérieur, Lucas ne manquait de rien. La grande maison avec jardin, l'école privée, les vacances d'été sur la Côte d'Azur, tout cela a marqué son enfance. Pourtant, malgré l'abondance matérielle, ses amis le décrivaient comme modeste et terre-à-terre. Lucas avait un talent naturel pour faire rire les gens. Sa nature ouverte et son sourire honnête lui ouvraient de nombreuses portes. Après avoir terminé ses études, il a décidé de ne pas faire carrière dans l'entreprise familiale. Au lieu de cela, il a étudié le design graphique à Lyon et travaillait à temps partiel comme photographe pour des événements locaux. Sa page Instagram, où il partageait des photos de paysages et de street photography, comptait plus de 15 000 abonnés. Lucas aimait capturer la beauté dans le quotidien. À 28 ans, il avait loué un petit appartement, mais confortable, dans le centre de Villefranche. Il voulait être indépendant, mener sa propre vie. Ses parents ont accepté cette décision, même s'ils auraient souhaité qu'il reste plus près d'eux. Chaque dimanche, Lucas venait pour le dîner de famille. Cette tradition lui était sacrée. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un qui appréciait la vie. Il aimait sortir, rencontrer des amis dans des cafés, assister à des concerts et des expositions. En même temps, il était responsable et fiable. Si quelqu'un avait besoin d'aide, Lucas était là. Ses ex-petites amies parlaient bien de lui, ce qui était rare de nos jours. Au cours de l'hiver 2022, Lucas a été engagé pour photographier un mariage. C'était un grand événement dans un château à l'extérieur de la ville. Là, entre les invités dansants et les coupes de champagne, il a rencontré une jeune femme qui allait changer sa vie pour toujours. Camille Roux venait de milieux totalement différents. Elle a grandi dans une banlieue de Saint-Étienne, à environ 60 km au sud de Lyon. Son enfance a été marquée par des soucis financiers et des tensions familiales. Son père a quitté la famille lorsque Camille avait 8 ans. Sa mère travaillait à 2 emplois pour payer le loyer et subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Camille était l'enfant du milieu. Dès son plus jeune âge, elle a appris qu'elle devait se battre pour attirer l'attention. À l'école, elle se faisait remarquer par un comportement changeant. Parfois, elle était la déléguée de classe, engagée et populaire. D'autres fois, elle se retirait, séchait les cours et entrait en conflit avec les enseignants. À 16 ans, Camille a quitté l'école sans diplôme. Elle a fait divers petits boulots, parfois serveuse, parfois vendeuse, parfois dans l'entreposage. Aucun emploi ne durait longtemps. Ses collègues se souvenaient plus tard de sa nature intense. Si Camille aimait quelqu'un, cette personne devenait le centre de son monde. Sinon, elle pouvait être glaciale et distante. Ses relations amoureuses suivaient un schéma similaire. Les premières semaines étaient intenses, passionnées, presque écrasantes. Camille couvrait ses partenaires d'attention, de cadeaux et de déclarations d'amour. Mais dès qu'elle sentait qu'elle perdait le contrôle, ou qu'elle ne recevait pas assez d'attention, l'ambiance basculait. Un ex-petit ami a raconté plus tard à la police. Au début, c'était comme un rêve. Elle voulait passer chaque minute avec moi. Mais ensuite, elle a commencé à vérifier mon téléphone. Elle est devenue jalouse de mes amis, même de ma mère.
Quand j'ai rompu, elle est restée devant ma porte tous les soirs, pendant une semaine. À l'été 2022, Camille a déménagé à Villefranche-sur-Saône. Elle y avait trouvé un emploi dans un magasin de fleurs. La propriétaire, une dame âgée, était initialement ravie de l'enthousiasme de Camille. Camille travaillait dur, était ponctuelle et avait un bon coup de main pour les arrangements. Mais là aussi, les fissures ont vite commencé à apparaître. Camille ne supportait pas la critique. Si la patronne faisait une suggestion, Camille l'interprétait comme une attaque personnelle. Elle commençait à s'isoler de ses collègues et passait ses pauses seule. Pendant cette période, à la fin de l'automne 2022, Camille se sentait seule et isolée. Elle n'avait pas d'amis dans la ville, sa famille était loin, et le travail ne la satisfaisait pas. Elle aspirait à la proximité, à quelqu'un qui la comprendrait et l'apprécierait. Le décor était planté pour une rencontre qui semblerait d'abord être le destin, mais qui était en réalité le début d'une tragédie. Le mariage au château de Montmartin était l'un de ces événements que Lucas aimait. Des invités élégants, une lumière douce à travers les hautes fenêtres, le cadre parfait pour les moments émouvants. Il se déplaçait dans la foule, son appareil photo toujours prêt à capturer l'instant. Vers 22 heures, alors que la fête battait son plein, Lucas remarqua une jeune femme seule au bord de la piste de danse. Elle portait une simple robe noire et tenait une coupe de champagne. Ce qui le fascina, c'était le contraste sur son visage, la mélancolie mêlée à quelque chose d'insondable. En tant que photographe, Lucas avait appris à lire les gens. Il s'approcha d'elle et lui demanda poliment s'il pouvait prendre une photo. Camille sourit, un sourire qui changeait tout son visage, et hocha la tête. Après la photo, ils ont commencé à parler. Camille a dit qu'elle n'était là que comme accompagnatrice et qu'elle ne connaissait presque personne. Lucas lui proposa de la présenter à d'autres invités, mais elle refusa. « J'aime bien observer, en fait, » dit-elle. Lucas a compris cela. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble. Lucas lui montra ses meilleures photos du jour, et Camille parla de son travail dans le magasin de fleurs. La conversation était facile, naturelle. Lorsque la fête se termina, ils échangèrent leurs numéros. Les jours suivants, Camille lui écrivait quotidiennement. Des messages de bonjour, des photos d'arrangements floraux, de petites pensées sur sa journée. Lucas trouva cela charmant au début, bien qu'un peu intense. Il répondait gentiment, mais pas toujours immédiatement. Il avait des commandes à honorer, des amis à rencontrer. Après 2 semaines, Camille proposa de se rencontrer. Ils allèrent dans un petit café au bord de la rivière. Camille était attentive, intéressée, posait beaucoup de questions sur sa vie, sa famille, ses rêves. Lucas se sentit flatté par son attention. Ce que Lucas ne savait pas, pendant ces 2 semaines, Camille avait déjà fouillé tout son profil Instagram. Elle connaissait les noms de ses amis, de ses ex-petites amies, savait où il avait été à l'école. Elle avait enregistré des photos, fait des captures d'écran, dressé des listes. Le 2e rendez-vous les mena à un restaurant. Camille insista pour payer. Elle ne voulait pas que Lucas pense qu'elle en voulait à son argent. « Je gagne mon propre argent », dit-elle fièrement. Lucas trouva cette indépendance séduisante. Après 1 mois, ils sont officiellement devenus un couple. Camille a immédiatement posté des photos d'eux deux sur Facebook et Instagram. « J'ai enfin trouvé ce que je cherchais », a-t-elle écrit sous une photo. Lucas a commenté avec un emoji cœur, mais a trouvé la déclaration d'amour publique un peu excessive. Pendant les premières semaines, tout fut parfait. Camille était affectueuse, attentive et généreuse. Elle surprenait Lucas avec des dîners faits maison, de petits cadeaux, des lettres manuscrites. Elle s'intéressait à sa photographie, l'accompagnait à des séances, l'aidait à l'organisation. Les amis de Lucas étaient initialement sceptiques. « Elle est très intense, n'est-ce pas ?» remarqua prudemment son meilleur ami Hugo Lefebvre. Mais Lucas a défendu Camille. Elle montre juste ses sentiments. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pour Noël 2022, Lucas a emmené Camille au dîner de famille. Ses parents étaient polis, mais réservés. Plus tard, sa mère a dit
Elle a l'air gentille, mais je ne peux pas dire pourquoi. Quelque chose chez elle m'inquiète. Lucas a mis cela sur le compte d'instinct maternel trop prudent. En janvier 2023, Camille a suggéré d'emménager ensemble. Pourquoi payer pour 2 appartements si on est ensemble toutes les nuits, a-t-elle argumenté. Lucas a hésité. Ils n'étaient ensemble que depuis 3 mois. Mais Camille est devenue triste, se sentant rejetée. « Tu ne m'aimes pas vraiment, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, les larmes aux yeux. Pour ne pas la blesser, Lucas a accepté un compromis. Camille passerait plus de temps dans son appartement, mais garderait le sien. Camille a dit oui, mais à l'intérieur, la jalousie bouillait déjà. Elle a commencé à laisser des objets dans l'appartement de Lucas. Vêtements, produits de beauté, livres. Elle s'est aménagé un coin, marquant son territoire. Quand Lucas travaillait, elle fouillait ses affaires. Elle lisait d'anciens messages sur son ordinateur portable, fouillait les tiroirs, vérifiait les reçus. Un soir, elle l'a confronté. Qui est Sarah? Lucas était confus. Sarah était une collègue avec qui il prenait un café de temps en temps. Une amie, a-t-il dit. Le visage de Camille s'est assombri. Juste une amie? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle? Lucas a essayé d'expliquer, mais Camille n'écoutait pas. Elle a commencé à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. La soirée s'est terminée avec Lucas s'excusant, même s'il ne savait pas pourquoi. À partir de là, c'est devenu une routine. Chaque fois que Lucas parlait à quelqu'un, homme ou femme, Camille voulait des détails. « Où étais-tu? Avec qui? Pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi souris-tu sur cette photo ?» Ses amis ont remarqué que Lucas changeait. Il annulait des rencontres, répondait aux messages en différé, semblait stressé. Quand Hugo lui en a parlé, Lucas a minimisé. « Camille traverse une période difficile en ce moment. Je dois être là pour elle. » Ce que Lucas interprétait comme de l'amour était, en réalité, le début d'une dynamique dangereuse. Camille n'était pas simplement jalouse, elle était obsédée. Et personne ne savait encore que l'obsession se transformerait bientôt en quelque chose de beaucoup plus sombre. En février 2023, Lucas a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas fondamentalement. C'étaient les petites choses qui s'accumulaient. Son téléphone n'était jamais là où il l'avait laissé. Des messages dont il se souvenait qu'ils n'avaient pas été lus étaient soudainement marqués. Des contacts disparaissaient de sa liste. Un matin, il a découvert que Camille avait bloqué Sarah sur Instagram, depuis son compte. Quand il l'a confrontée, elle a fondu en larmes. « Elle voulait te prendre, j'ai vu comment elle liquait tes photos. Chaque photo, une amie normale ne fait pas ça. » Lucas était stupéfait. « Tu n'avais pas le droit de faire ça. » Mais Camille a retourné la situation. « Tu la défends? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Je l'ai toujours su. » Elle a couru dans la salle de bain et s'est enfermée. Lucas l'entendait sangloter. Après 2 heures, il a frappé à la porte. « Camille, s'il te plaît, parlons. » Quand elle est sortie, son visage était bouffi. Elle l'a serré fort dans ses bras. « Je suis désolé. J'ai tellement peur de te perdre. Tout le monde m'a quitté. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Lucas se sentait déchiré. Il voyait sa douleur, sa vulnérabilité. Il voulait être la bonne personne qui ne l'abandonnerait pas. Alors, il lui a pardonné. Mais le schéma s'est répété. 1 semaine plus tard, Lucas a découvert que Camille avait appelé son meilleur ami Hugo et lui avait dit que Lucas voulait prendre ses distances. Hugo était blessé et confus. « Qu'est-ce qui se passe, mec? Si tu ne veux plus être mon ami, dis-le-moi en face. » Lorsque Lucas a confronté Camille, elle a d'abord nié. Puis elle a avoué, mais avec une explication. « Hugo est jaloux de nous. Il ne veut pas que tu sois heureux. J'essayais de te protéger. » La dispute a dégénéré. Lucas a dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Camille a menacé de se faire du mal. « Je ne veux plus vivre sans toi », a-t-elle murmuré. Lucas était horrifié et piégé. Dans les semaines qui ont suivi, Camille a systématiquement isolé Lucas. Elle trouvait toujours une raison pour qu'ils ne doivent pas aller à des événements. « Le restaurant est trop bruyant,
tu auras mal à la tête. Tes amis boivent trop, ce n'est pas bon pour toi. Ta mère me critique toujours, je me sens mal à l'aise là-bas. Lucas a commencé à mentir à sa famille. Je ne peux pas venir au dîner du dimanche, j'ai une commande. Sa mère sentait que quelque chose n'allait pas, mais Lucas la repoussait. Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. En même temps, Camille a intensifié son contrôle. Elle a insisté pour avoir accès au téléphone de Lucas. Si on se fait confiance, on n'a rien à se cacher, n'est-ce pas? Lucas a cédé, épuisé par les disputes constantes. Camille lisait tous ses messages, vérifiait son historique de localisation, contrôlait ses courriels. Lorsqu'une cliente lui écrivait pour une séance photo, Camille y voyait du flirt. Pourquoi a-t-elle utilisé un emoji cœur? Pourquoi réponds-tu si gentiment? Lucas a commencé à négliger son travail. Il annulait des commandes parce que Camille s'y opposait. Cette femme veut juste être près de toi. Elle ne veut pas de séance photo, elle veut toi. Ses revenus ont chuté de façon spectaculaire. Un soir de mars, Hugo a rendu visite à Lucas sans prévenir. Ce qu'il a vu l'a choqué. Lucas avait perdu du poids, avait l'air fatigué et son appartement était en désordre. Camille était également là et semblait tendue lorsque Hugo est arrivé. « Puis-je te parler seul à seul ?» a demandé Hugo. Camille a répondu pour Lucas. « Tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire devant moi. » Hugo a insisté. À contre-cœur, Camille est allée dans la chambre. « Mec, qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Hugo doucement. « Tu ressembles à un fantôme. Cette femme n'est pas bonne pour toi. » Lucas a défendu Camille par réflexe, mais sa voix était incertaine. « Tu ne comprends pas. Elle a besoin de moi. » Hugo a essayé une autre approche. « Tu te souviens comment tu étais avant? Tu riais, tu étais plein d'énergie. Maintenant, tu as l'air... » Il cherchait les mots. « Piégé. » Le mot a frappé Lucas. « Piégé. » Oui, c'est ce qu'il ressentait. Mais comment s'échapper? Camille avait menacé à plusieurs reprises de se suicider s'il la quittait. Elle n'avait pas d'amis, pas de famille proche. N'était-il pas responsable d'elle? Après la visite d'Hugo, la situation a encore dégénéré. Camille a accusé Lucas de parler d'elle dans son dos. Elle a fouillé son téléphone et a trouvé le message d'Hugo. « Si tu veux parler, je suis là. »« Tu prévois de me quitter » a-t-elle crié. « Vous complotez tous contre moi. » Elle a jeté un vase contre le mur. Lucas était choqué. Camille n'avait jamais été violente auparavant. Elle s'est effondrée, sanglotant. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. Je suis un monstre. Tu devrais me quitter. » Lucas l'a serrée dans ses bras, l'a réconfortée, a promis de rester. Mais cette nuit-là, pendant que Camille dormait, Lucas s'est assis dans le salon et s'est demandé sérieusement pour la première fois « Comment puis-je sortir d'ici ?» Il ne savait pas qu'il était déjà trop tard. La décision ne lui appartenait plus. Début mars 2023, Lucas a pris une décision. Il devait parler à quelqu'un en dehors de cette bulle toxique. Il a appelé son père et lui a demandé un rendez-vous, sans Camille. Philippe Moreau a été surpris. Son fils avait évité les réunions de famille pendant des mois. Ils se sont rencontrés dans un café à la périphérie de la ville, où il y avait peu de chances que Camille les voie par hasard. Lorsque Philippe a vu son fils, il a été alarmé. Lucas avait des cernes sous les yeux, avait l'air nerveux, vérifiait constamment son téléphone. « Elle appelle toutes les 10 minutes », s'est excusé Lucas. Elle s'inquiète. Philippe a écouté pendant que Lucas commençait prudemment à raconter. Pas tout, mais assez. La jalousie, le contrôle, l'isolement. Je ne sais plus ce qui est normal, papa, a avoué Lucas. Peut-être que je suis le problème. Peut-être que je ne lui donne pas assez de sécurité. Philippe, homme d'affaires pragmatique, a immédiatement reconnu le schéma. Mon fils, ce n'est pas sain. Tu n'es pas responsable de son insécurité. C'est de la manipulation émotionnelle. Il a proposé d'aider Lucas à déménager, de lui financer un nouvel appartement, d'organiser tout le nécessaire. Lucas était tenté. Pour la première fois depuis des mois, il voyait une issue. Mais son téléphone a sonné à nouveau. Camille, il a décroché.
Où es-tu? Tu as dit que tu sortais juste un instant. Je m'inquiète. Es-tu avec une autre femme? Philippe a regardé son fils se rétracter, se justifier, s'excuser. Lorsque l'appel a pris fin, Lucas a dit « Je dois rentrer. Elle a besoin de moi. » Lucas, a dit Philippe avec insistance, ce n'est pas de l'amour, c'est de la captivité. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. Mais Lucas a juste secoué la tête et est parti. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que Camille avait installé une application de suivi sur son téléphone. Elle savait exactement où il était et avec qui. Quand il est rentré chez lui, elle l'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment s'est passée la rencontre avec ton père ?» demanda-t-elle doucement. Lucas se figea. « Comment ?» Camille lui montra son téléphone. « Je dois savoir où tu es, pour ta sécurité, et s'il t'arrivait quelque chose. » Lucas se sentit trahi, mis à nu. « C'est trop, Camille, c'est... » Il cherchait les mots. « C'est du harcèlement, stalking. » Le visage de Camille s'est transformé. Le masque est tombé. « Du harcèlement, je prends soin de toi, je t'aime plus que tout le monde. Et tu appelles ça du harcèlement ?» Elle a commencé à crier, à jeter des objets, l'accusant d'être ingrat, de la trahir. Puis, soudain, elle est devenue silencieuse. Un silence effrayant. Elle est allée dans la salle de bain. Lucas a entendu de l'eau couler. Les minutes ont passé. Il a frappé à la porte. Pas de réponse. « Camille ?» La panique montait en lui. Il a forcé la porte. Camille était assise dans la baignoire, tout habillée, fixant le mur. Dans sa main, elle tenait une lame de rasoir. « J'allais le faire », murmura-t-elle. Mais ensuite, j'ai pensé, peut-être qu'il y a un autre moyen. Elle le regarda, et Lucas vit quelque chose dans ses yeux qui le glaça. Froideur, calcul. Lucas l'a convaincu de poser la lame. Il a passé la nuit éveillé, la serrant dans ses bras pendant qu'elle dormait. Le lendemain matin, elle semblait à nouveau normale, affectueuse. Elle a préparé le petit déjeuner, s'est excusée pour la crise. « Je vais chercher de l'aide », a-t-elle promis. « Un thérapeute. Je veux changer. Pour nous. » Lucas voulait la croire. Désespérément, il voulait croire que l'amélioration était possible. Mais Camille avait déjà pris une autre décision. Si elle ne pouvait pas avoir Lucas entièrement, personne ne l'aurait. Cette idée s'était ancrée dans sa tête, grandissait, prenait forme. Elle a commencé à envisager des scénarios. Et si Lucas avait un accident, s'il disparaissait, s'il était tellement blessé que seule elle pourrait prendre soin de lui. La nuit, quand Lucas dormait, Camille était assise à la table de la cuisine et cherchait sur Internet. Elle lisait sur les poisons, sur les accidents, sur les cas où les coupables s'en étaient sortis. Elle prenait des notes dans un petit carnet noir qu'elle cachait dans son sac à main. Le 10 mars, Lucas s'est rendu à un rendez-vous d'affaires. Une cliente potentielle voulait le réserver pour un reportage de mariage. La réunion a eu lieu dans un hôtel. La cliente était une femme attrayante, dans la trentaine. Camille, qui contrôlait l'agenda de Lucas, connaissait l'heure et le lieu. Elle s'est rendue à l'hôtel, s'est garée à proximité et a observé. Lorsqu'elle a vu Lucas et la femme rire, une conversation professionnelle inoffensive, quelque chose a définitivement cassé en elle. Elle s'est précipitée chez elle, a détruit des objets dans l'appartement, a pleuré, a crié. Quand Lucas est rentré, elle ne l'a pas accueilli comme d'habitude. Elle était assise tranquillement à table, les mains jointes. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix que Lucas ne connaissait pas, plate, vide. « Je sais ce que tu as fait », a-t-elle poursuivi. « Je t'ai vu, avec elle. » « Tu me trompes. » Lucas a essayé d'expliquer, mais Camille l'a interrompu. « Ne me mens pas. Je sais tout. Je sais toujours tout. » La confrontation a duré des heures. Camille a alterné entre pleurs et rage, entre accusations et menaces. Lucas était épuisé, incapable de penser. Finalement, vers minuit, Camille est redevenue calme, trop calme. « C'est bon, » dit-elle. « Nous allons surmonter cela, ensemble, pour toujours. » Le mot « toujours » sonnait comme une menace.
Mais Lucas était trop fatigué pour s'interroger. Il est allé se coucher, s'endormant immédiatement. Camille est restée éveillée. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Le 14 mars 2023 a commencé comme n'importe quel autre jour. Lucas s'est réveillé, Camille avait déjà fait du café. Elle était exceptionnellement affectueuse, presque comme dans les premières semaines de leur relation. « Je t'aime », a-t-elle dit à plusieurs reprises. Lucas était soulagé. Peut-être que la tempête était passée. Dans l'après-midi, Camille a suggéré de cuisiner ensemble. Un dîner spécial, juste tous les deux. Lucas a accepté, content de l'ambiance paisible. Ils sont allés faire les courses ensemble, se sont tenus la main, ont souri. Les voisins qui les ont vus n'auraient jamais soupçonné ce qui allait se passer en quelques heures. De retour à l'appartement, Camille a commencé à cuisiner. Lucas a mis la table, a choisi de la musique, essayant de profiter de la normalité. Ils ont mangé, parlant de choses insignifiantes. Camille a servi du vin à plusieurs reprises. Lucas, qui buvait rarement beaucoup, s'est vite senti étourdi. « Je suis fatigué », a-t-il dit. « Je crois que je vais m'allonger un peu. » Camille a souri. « Bien sûr, chérie. Repose-toi. » Ce que Lucas ne savait pas, Camille avait mélangé quelque chose au vin. Des somnifères qu'elle avait collectés pendant des semaines. Pas assez pour être mortel, mais assez pour le faire dormir profondément. Alors que Lucas était allongé dans la chambre, inconscient, Camille était assise dans le salon. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient. Elle a sorti le carnet noir, relisant ses plans une fois de plus. Puis, elle s'est levée et est allée à la cuisine. Dans le tiroir, elle a pris un grand couteau. Elle a testé le tranchant sur son pouce. Une mince ligne rouge est apparue. Camille est allée dans la chambre. Lucas était allongé sur le dos, respirant bruyamment, profondément endormi par la drogue. Elle s'est assise sur le bord du lit, regardant son visage. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, « mais tu ne m'as laissé aucun choix. Si tu ne peux pas m'appartenir seulement à moi, alors à personne. » Elle a levé le couteau. Sa main ne tremblait plus. Dans sa tête, il y avait une clarté absolue. C'était la seule façon. Si elle ne pouvait pas la voir, aucune autre femme ne devrait avoir le privilège de voir son sourire, d'entendre sa voix. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi était d'une telle brutalité que même les enquêteurs expérimentés ont eu du mal à en parler plus tard. Camille a poignardé Lucas plusieurs fois. Le premier coup l'a réveillé, mais il était trop engourdi pour se défendre. Ses yeux se sont ouverts, pleins d'incompréhension, de choc, de douleur. « Pourquoi ?» a-t-il réussi à prononcer. Camille n'a pas répondu. Les larmes coulaient sur son visage, mais sa main continuait de planter le couteau. Quand ce fut fini, la pièce était silencieuse. Seule la respiration lourde de Camille brisait le calme. Elle a laissé tomber le couteau, fixant ses mains ensanglantées. Lentement, elle a réalisé ce qu'elle avait fait. La panique l'a submergée. Elle a couru dans la salle de bain, a vomi, tremblant de tout son corps. Des heures ont passé. Camille était assise sur le sol de la salle de bain en état de choc. Son esprit refusait d'accepter la réalité. Finalement, vers l'aube, elle a commencé à agir. Automatiquement, machinalement, elle a essayé de nettoyer, essuyant le sang, jetant des vêtements dans la machine à laver. Mais c'était trop. Il y avait du sang partout. Elle a abandonné, s'est assise sur le canapé et a regardé dans le vide. Le lendemain matin, 15 mars, Philippe Moreau est devenu inquiet. Lucas n'avait pas répondu à ses messages. C'était inhabituel, même au cours des derniers mois difficiles. Philippe a appelé plusieurs fois. Pas de réponse. Vers midi, Philippe s'est rendu à l'appartement de son fils. Il a sonné. Aucune réaction. Il a essayé la porte. Elle était déverrouillée. « Lucas » a-t-il appelé en entrant. L'odeur l'a frappé immédiatement. Métallique, douceâtre, faute. Philippe a continué, a vu le salon, meubles renversés, taches sombres. Son cœur battait la chamade. Il a trouvé Camille dans la chambre, assise à côté du corps de Lucas. Elle était tachée de sang, fixant le vide. Quand elle a vu Philippe, elle a seulement dit « Je suis désolée, je devais le faire. Il allait me quitter. » Philippe ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer. Il s'est précipité hors de l'appartement, appelant la police d'une main tremblante. Quelques minutes plus tard,
Le premier véhicule est arrivé. Les officiers ont trouvé une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Lucas Moreau, 28 ans, mort de multiples coups de couteau. Camille Roux, 26 ans, dans la chambre, le couteau à côté d'elle, couverte de sang et manifestement dans un état de dérangement mental. Elle n'a opposé aucune résistance à l'arrestation. Elle parlait à peine. Sur le chemin du poste de police, elle a seulement répété « Il m'appartenait, à moi seul ». La nouvelle s'est répandue rapidement à Villefranche-sur-Saône. Un jeune homme, populaire dans la communauté, assassiné par sa petite amie. La petite ville était sous le choc. Le soir, des gens se sont rassemblés devant l'appartement de Lucas, déposant des fleurs, allumant des bougies. Beaucoup pleuraient. Hugo Lefebvre se tenait silencieusement, submergé par la culpabilité. « J'aurais dû faire plus », murmurait-il sans cesse. Au poste de police, l'interrogatoire a commencé. Camille est restée silencieuse au début. Puis, après des heures, elle a commencé à parler. Et ce qu'elle a dit a fait frissonner même les enquêteurs aguerris. L'interrogatoire de Camille Roux a duré plus de 2 jours. Ses déclarations oscillaient entre un souvenir clair et une dissociation totale. Parfois, elle décrivait en détail ce qu'elle avait fait. D'autres fois, elle prétendait ne se souvenir de rien. « Je l'aimais tellement », a-t-elle dit aux enquêteurs, « plus que ma propre vie, mais il voulait partir. Je l'ai vu dans ses yeux. Il allait me quitter comme tous les autres. Je ne pouvais pas le permettre. » Interrogée sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas simplement le laisser partir, Camille a répondu avec une logique qui n'avait de sens que dans son esprit perturbé. « Si je le laissais partir, il serait heureux, avec quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'une autre femme voie son sourire, reçoive son amour. Ce privilège n'appartenait qu'à moi. » L'examen médico-légal a confirmé ce qui était déjà évident. Lucas avait été attaqué pendant son sommeil. Les tests toxicologiques ont révélé des doses élevées de benzodiazépine dans son sang. Camille avait planifié l'attaque. Le petit carnet noir que la police a trouvé dans son sac contenait des délibérations détaillées, divers scénarios sur la façon dont elle pourrait garder Lucas pour elle seule. Le couteau n'était qu'une des nombreuses options qu'elle avait envisagées. Le parquet a déposé une accusation de meurtre avec préméditation. La défense a tenté de plaider la capacité mentale diminuée. Des expertises psychiatriques ont été commandées. Les psychiatres ont déterminé que Camille souffrait d'un grave trouble de la personnalité. Des traits de trouble de la personnalité borderline combinés à des caractéristiques narcissiques et dépendantes. Son estime de soi dépendait entièrement de la validation externe. L'idée d'être abandonnée déclenchait chez elle une panique existentielle. Néanmoins, les experts ont conclu. Camille était pénalement responsable. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle avait planifié, agi et compris les conséquences. Sa maladie mentale n'a pas réduit sa responsabilité à un état d'irresponsabilité. Le procès a commencé en septembre 2023. La salle d'audience était bondée. Philippe Moreau était assis au premier rang, ayant vieilli de plusieurs années en quelques mois seulement. Hugo Lefebvre était là, ainsi que de nombreux amis de Lucas. L'accusation a présenté un cas clair. Les preuves étaient accablantes, les aveux de Camille, le carnet, les preuves médico-légales, les témoignages sur son comportement contrôlant. La défense a tenté de susciter la compassion. Ils ont dépeint une jeune femme profondément perturbée, traumatisée par l'abandon dans l'enfance, incapable de former des relations saines. « Ma cliente est elle-même une victime », a fait valoir son avocat. Une victime de sa maladie mentale. Philippe Moreau a été autorisé à faire une déclaration. Sa voix s'est brisée à plusieurs reprises alors qu'il parlait. « Mon fils était une bonne personne. Il a essayé de l'aider. Il a fait preuve de compassion alors qu'il aurait dû s'éloigner. Sa gentillesse est devenue sa faiblesse. Et maintenant, il est mort. » Il s'est adressé directement à Camille. « Vous dites que vous l'aimiez. Ce n'est pas de l'amour. L'amour veut le meilleur pour l'autre. Vous vouliez seulement posséder, contrôler. Et quand cela n'a pas fonctionné, vous avez détruit. » Camille a pleuré pendant toute la déclaration. Nul ne pouvait dire si c'était par remords sincère ou par apitoiement.
Le verdict est tombé le 3 novembre 2023. Coupable de meurtre avec préméditation. Le tribunal a imposé une peine de prison de 25 ans. Camille n'a montré aucune réaction à l'énoncé du verdict. Elle a simplement regardé droit devant elle, vide. Dans le prononcé du jugement, la juge a déclaré « L'accusé a éteint une jeune vie pleine de potentiel. Son incapacité à gérer le rejet, sa jalousie morbide, son obsession du contrôle, rien de tout cela ne justifie ni n'excuse ce qu'elle a fait. » Après le procès, la communauté a organisé un hommage à Lucas Moreau. Des centaines de personnes y ont assisté. Des photos ont été montrées. Lucas riant, travaillant, vivant. Ses œuvres photographiques ont été exposées. Hugo Lefebvre a pris la parole lors de la cérémonie. Lucas voyait le bien chez les gens. Il voulait aider. Ses qualités l'ont rendu vulnérable face à quelqu'un qui en a profité. Nous devons tirer les leçons de cette tragédie. L'histoire de Lucas et Camille soulève des questions difficiles. Comment reconnaître les signes avant-coureurs des relations toxiques? Quelle est la différence entre l'amour et l'obsession? Comment aider quelqu'un qui est piégé dans une telle relation? Les amis de Lucas ont admis plus tard qu'ils avaient vu les signes. Son isolement, son changement, mais ils ne savaient pas comment intervenir. Personne ne veut croire que quelqu'un qu'on aime est en danger, a dit un ami. Surtout pas de la part d'un partenaire. Des experts en violence domestique ont utilisé l'affaire pour attirer l'attention sur un phénomène souvent négligé, les hommes victimes de violences conjugales. Il y a une stigmatisation, a expliqué une psychologue. Les hommes sont moins susceptibles de demander de l'aide parce qu'ils croient devoir être forts. La société prend leur situation moins au sérieux. Dans les rapports de prison, il a été noté que Camille est restée calme en détention.